J'ai l'habitude de parler beaucoup de mes bouquins. J'ai fait 280 rencontres sur le domaine des murmures, ça va, je peux parler. Autant je ne suis pas critique, je ne suis pas éditrice, je ne suis pas prof de fac. Voilà, donc parler des livres des autres, c'est un vrai souci. Mais bon, Hugues voulait, alors j'ai accepté. Moi, je suis très obéissante. Mais il ne faut pas être inquiet. Hein. Je suis très très obéissante. Donc, j'ai choisi 7 livres, hein, c'est ça alors des grands monstres comme William Faulkner. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui, je pense que, qui ont lu du William Faulkner. Dans William Faulkner, c'est une œuvre extraordinaire, donc il y a plein de livres merveilleux. Et j'ai choisi Le bruit et la fureur parce que c'est le premier que j'ai lu. Donc voilà. Et puis c'est un type qui a inventé sur le plan de la narration tellement de choses moi j'ai l'impression d'être entrée en littérature en lisant ce livre, ce roman, Le bruit et la fureur. Je l'ai lu, je devais avoir 21 ans, sur le conseil d'un ami qui était fou de littérature, assez ennuyeux dans la vie, parce qu'en fait sa vie c'était les livres. Et donc je le voyais tout le temps, c'était le frère d'un copain et il était tout le temps avec des stabilos sur la table de la salle à manger et avec ses livres et les stabilos de toutes les couleurs et il stabilotait les livres comme ça. Mais à un moment donné j'ai décidé que peut-être j'allais arrêter le théâtre et que j'allais peut-être me mettre à la littérature, et donc je suis allée voir ce garçon qui était adorable, hein, mais juste tout le temps en train de stabiloter. Et je lui ai dit qu'est-ce qu'il faut que je lise, et il m'a dit il faut que tu lises Le bruit et la fureur de Faulkner. Mais il m'a dit, c'est pas simple, on n'entre pas dans Le bruit et la fureur de Faulkner comme ça. Il faut que tu lises la préface avant le livre, parce que sinon tu vas être perdu. En général, je lis pas les préfaces. Hein. Franchement, je commence dans le livre, j'y vais directement, je me plonge, quoi. Donc là, j'ai obéi, j'ai lu la préface. Et en lisant les préfaces, j'ai compris pourquoi j'allais être perdue. Parce qu'en fait, ils ont tous les mêmes prénoms. J'exagère, hein, mais un peu. Et puis, en fait, le livre est découpé en 4 parties. Et dans la première partie, quand on entre dans la première partie, on tombe là-dessus. À travers la barrière, entre les vrilles des fleurs... Merde, j'allais dire, j'ai oublié mes lunettes. Non, parce qu'en fait, je suis pas très habituée, c'est nouveau pour moi. Donc, j'en suis plus à la période où je les oublie, mais... presque. Donc, à travers la barrière entre les vrilles des fleurs, je pouvais les voir frapper. Ils s'avançaient vers le drapeau et je les suivais le long de la barrière. Luster cherchait quelque chose dans l'herbe près de l'arbre à fleurs. Ils ont enlevé le drapeau et ils ont frappé. Et puis, ils ont remis le drapeau. Et ils sont allés vers le terre-plein, et puis il a frappé, et l'autre a frappé aussi. Et puis, ils se sont éloignés et j'ai longé la barrière. Luster a quitté l'arbre à fleurs, et nous avons suivi la barrière. Et ils se sont arrêtés. Et nous nous sommes arrêtés aussi. Et j'ai regardé à travers la barrière pendant que Luster cherchait dans l'herbe. « Ici, Caddy !» Il a frappé. Ils ont traversé la prairie. Cramponnés à la barrière, je les ai regardés s'éloigner. « Écoutez-moi ça, dit Luster. A-t-on idée de se conduire comme ça à 33 ans, quand je me suis donné la peine d'aller jusqu'à la ville pour vous acheter ce gâteau, quand vous aurez fini de geindre? Vous pourriez pas m'aider à trouver ces 25 cents pour que je puisse aller voir les forains ce soir ?» Il frappait un peu, là-bas, dans la prairie. Je me suis dirigée vers le drapeau le long de la barrière. Il claquait sur l'herbe brillante et sur les arbres. En fait, au début, on comprend rien. Non mais... Ah ouais, voilà. Non mais franchement, on comprend rien. Et en fait, on comprend rien quand on lit la préface, c'est pourquoi. On sait qu'on est dans la tête de Benjamin Compson, Benji, qui est un idiot. Et on est dans sa tête pendant toute la première partie. Et il se trouve qu'on va sauter d'un moment de sa vie à un autre, au fil de sa pensée. Donc il va s'accrocher le pull à un clou, et il s'est accroché son pull à ce même clou des années plus tôt, et ça va le ramener des années plus tôt. Et il y a comme ça 25 événements qui sont absolument déchiquetés dans le discours de ce Benji. Et on entre vraiment dans la pensée de ce type. Et bon, au début, c'est un peu difficile d'entrer dans sa pensée. Et puis finalement, c'est extraordinaire. Et on a droit à des événements comme ça, par bribes, on ne comprend pas tout.
c'est plein de poésie, c'est merveilleux. Et ça, c'est toute la première partie. Et toute la première partie, en fait, se déroule le 7 avril 1928, donc durant cette journée-là. Et puis après, dans la deuxième partie, on passe dans l'esprit de son frère, qui s'appelle Quentin. Et on passe dans l'esprit de Quentin qui a décidé qu'il allait se suicider le soir même. Donc un esprit encore perturbé, mais perturbé différemment. Parce que lui, Quentin, il est très très brillant. Il est à l'université, c'est celui qui réussit, mais désespéré. Et là, on a droit de nouveau à une pensée perturbée. Et on est en 1910, donc on est 18 ans plus tôt. Et à travers Quentin, on va découvrir d'autres choses sur cette famille. Ça va éclairer les événements qu'on a perçus de façon absolument morcelée dans la pensée de Benji. Et puis dans la troisième partie, on va passer dans l'esprit du troisième frère, qui s'appelle Jason, et qui lui est un obsessionnel. Et dans cette pensée-là, on sera le 6 avril 1928, donc la veille de la première pensée. Donc de nouveau, on va faire un saut dans le temps. Et ces trois frères sont complètement obsédés par l'image de leur sœur. Une petite fille, on la voit petite fille dans tous les esprits presque, qui avait peur de rien et qui est montée. Ils ont ce souvenir-là de cette petite fille et Faulkner l'avait aussi. Pour lui, c'était très important de travailler sur ce personnage-là. Cette petite fille qui avait le courage de monter dans l'arbre pour voir ce qui se passait dans la chambre où sa grand-mère mourait. Donc pour avoir la connaissance de la mort. Et tous les petits garçons étaient en bas en train de regarder sa culotte pleine de boue. Et donc les trois frères vont raconter leur sœur et leur amour ou leur haine pour leur sœur. Et ça n'est que dans la dernière partie qu'on va avoir une narration à la troisième personne cette fois. Donc on n'est plus dans la pensée de quelqu'un. Et on est le lendemain du 7 avril 1928. Et là, dans cette narration à la troisième personne, on va enfin voir à quoi ressemblent les personnages. Parce que juste là, ils ne se regardaient pas dans la glace, ils ne se décrivaient pas. Et là, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus construit, qui va nous permettre de comprendre en fait l'énorme puzzle dans lequel on a été projeté pendant tout le livre. Et ça s'est fait avec tellement de brio, tellement d'intelligence. Il faut dire que Faulkner, à la base, avait rêvé ce livre en couleur. Donc il avait rêvé, en particulier dans le monologue de Benji, il avait rêvé toutes ces bribes de souvenirs, d'événements complètement épars, pour que le lecteur ne soit pas perdu. Il s'était dit, ah ben voilà, quand on parle d'un événement, celui-là, il va être en bleu, on va partir dans l'événement jaune, ben voilà, jaune, violet, et comme ça, tout le lecteur va pouvoir s'y retrouver. Bon, son éditeur lui a dit, ça va pas, non. Et puis quoi encore. Et puis personne ne l'a fait, d'ailleurs. Personne n'a édité ce roman, et c'est vraiment dommage, parce que c'était... Enfin, ceci dit, je l'ai lu je ne sais pas combien de fois, j'ai décomposé les différents événements, j'ai beaucoup travaillé sur ce livre justement parce que c'est un livre qu'on peut lire comme ça sans rien savoir. Oui, voilà. Mais voilà, et je voyais Eric qui était à sa table en train de stabiloter et je pense que voilà, il y a quelque chose. Des fois, il y a des livres qui nous accompagnent comme ça toute une vie, qu'on relit au fil de notre existence et c'est génial parce qu'on peut aussi mesurer notre distance de soi à soi. Vous voyez comment est-ce qu'on a changé nous-mêmes, parce que le livre il est resté le même, mais nous comment est-ce qu'on a changé, quelle est notre identité, les choses qui restent intactes et puis comment on a évolué. Donc voilà, c'est un grand chef-d'œuvre de la littérature, pas seulement américaine, de la littérature en plus il est magnifiquement traduit. Il faut savoir qu'en fait le succès est venu par la France et que William Faulkner avait vendu, je crois, 2500 exemplaires du Bruit de la Fureur avant qu'il soit traduit en français. Voilà, donc c'est le premier livre. Alors j'avais écrit un petit texte sur ce bouquin, mais ça va peut-être vous faire suer que je vous le lise. Après tout, vous êtes courageux, je le lis. On a du vin chaud. Ah, ça va, alors on y va, moi aussi. La toute première fois, il y avait ce livre chez Eric, sur la table du salon. Ces pages attaquées au stabilo jaune fluo, j'y ai jeté un œil. Plus tard, je l'ai reconnu dans la liste que m'avait préparée ce même Eric, liste d'ouvrages à lire avant les études de lettres dans lesquelles j'avais finalement décidé de m'engager. Faulkner, Le bruit et la fureur. Premier roman lu après des années de théâtre.
Un texte que Faulkner aurait d'abord rêvé multicolore pour aider le lecteur à s'y retrouver dans une temporalité disloquée. Peut-être l'a-t-il écrit comme on fait du coloriage. Le bruit et la fureur, cette clé pour entrer en littérature. Et je pense vraiment que c'est ça. C'est une clé pour entrer en littérature. Ce choc d'un projectile reçu en pleine poitrine, ce cri de Benji, l'émasculé. Cet objet jamais nommé, il est émasculé, Benji. Alors, cet objet jamais nommé, une balle de golf, la force d'une voix, de 2 voix, de 3 voix, le jeu qui tourne, qui se dévide, incapable de se fixer, le jeu qui souffre dans son sang, par son sang, pour son sang, qui divague à travers toutes ses voix. La force chorale de ce jeu-là, la force chorale de ces fratries dévastées. Marie Despucé, dont j'ai suivi passionnément les cours, disait qu'il n'y avait pas vraiment de personnages dans Tandis que j'agonise, mais des voix, Tandis que j'agonise, c'est un autre roman de Faulkner, que la puissance de ces romans venait peut-être de là aussi, de ces voix. Plus j'y pense, plus je me convainc que le corps et ses humeurs sont présents chez Faulkner et que la voix n'est peut-être même qu'une humeur de plus, une œuvre comme de la voix coagulée, un caillot de sang et de voix mêlées. Je me souviens que le bruit d'un cœur furieux, le mien peut-être, me battait aux oreilles tandis que j'accompagnais Hans et ses enfants, et ça c'est dans Tandis que j'agonise, dans leur macabre odyssée, que je rapprochais ce bruit du grondement de la machine à charbon que l'auteur avait pour tâche de remplir alors qu'il écrivait l'histoire du cadavre brinque-ballé d'Adi, de cette mère qui, malgré la mort, ne cesse de s'étendre, toute contenue dans l'odeur qu'elle dégage, le corps maternel, métonymie suprême de la mort. J'étais happée par la langue de Faulkner. Ce vortex m'a emporté plusieurs mois et entraîné d'Absalom à Parabole, dans une boulimie de lecture telle que je n'en ai jamais connue telle que je n'en avais plus jamais connue depuis Flaubert et Kafka, depuis ma sortie de l'adolescence. J'étais prise dans la masse d'un mouvement gelé, dans le foisonnement menaçant d'êtres englués. Chez Faulkner, les voix s'enquistent dans des personnages somptueusement mal ficelés. Assemblage de briques et de brocs, de morceaux hétéroclites de matière inanimée, de bouts de bois, de débris, de faïences, d'escarbilles, de boutons qui servent Dieu, de bandes de papier collé, de fer, le tout tenu ensemble par la force d'une panoplie. Inamovible armure de tissu, de chapeaux et de barbétrilles. Mais alors que la chair des femmes transpire immanquablement sous l'étoffe, et qu'aucun maquillage, qu'aucune tentative d'embastillement ne parvient à la cacher parfaitement, alors que le sang féminin, leur ordure périodique, se répand sans qu'elles en maîtrisent jamais le flux, les hommes blancs, eux, se contiennent, et dans un effort constant d'échapper à la chair qui les rabaisserait, s'emmurent, se minéralisent, tragique faune de marbre. A contrario de celui des mères, qui saignent par où les femmes saignent, le sang des pères faulknériens est une abstraction, un souffle qui passe de père en fils. Ce souffle-sang est l'héritage, la malédiction, l'âme du Sud. C'est le sang de l'orgueil et du nom. Le sang du père se veut éternel à l'image du dieu masculin implacable et terrible contemplant le monde comme un vaste champ de bataille. Le Sud, ténébreux, mort depuis 1865 et peuplé de fantômes verbeux, offusqués et dupés, se débat dans le corps des fils. Celui de Quentin, dans Absalom, et Quentin qu'on retrouve aussi dans Le bruit et la fureur, est une salle vide où résonnaient comme en écho sonore les noms des vaincus. Là je cite, « Il n'était pas un être, une entité, il était une collectivité. Il était une caserne, remplie de fantômes, têtus, au regard tourné en arrière. L'œuvre résonne de voix, voix dans l'esprit du lecteur possédé, voix tapie dans l'âme désœuvrée des fils, voix et galop de chevaux tombés depuis longtemps déjà, mais toujours éperonnés par quelque aïeul furieux et invaincu. Les pères, ces héros morts, sucent la vie de leur descendance, se nourrissent de leurs échecs, vampirisent leur présent. J'avais 22 ans, j'étais statufiée, comme la femme de Lot, prise dans un réseau de regards mutilés et morbides, d'images obsédantes, embarquées dans des structures narratives en spirale, parmi les noms gravés, bégayés de génération en génération, les tombes mal refermées, les malédictions, les fautes originelles des ancêtres esclavagistes et dépeceurs de la terre indivisée entière, de ce continent présenté comme une nouvelle terre promise, octroyée par Dieu à sa créature déchue, de cette terre balafrée, divisée en parcelles, et engraissée de sang noir par 200 ans d'oppression et d'exploitation. J'étais fascinée. Ce projectile que j'avais reçu en pleine poitrine, en ouvrant Le bruit et la fureur,
Ce projectile jamais nommé, ce n'était pas une balle de golf, c'était le monde. En tissant l'histoire de son timbre-poste de sol natal, Faulkner reprenait à son compte non seulement les grands mythes fondateurs de la nation américaine, mais surtout, à travers eux, des mythes archaïques et universels. Les pionniers idéalistes, ces chevaliers du néant confrontés à la magna mater, à cette terre féminine, vierge et féconde, avaient dû lui résister. L'homme civilisé s'était défendu contre la sensualité organique de cette nature splendide et sauvage. La religion du père avait lutté contre les tentations de régression vers des pratiques primitives. Les femmes faulkneriennes ont tant d'affinité avec cette grande mère tellurique dont nous sépare l'interdit de la parole yaviste. Leur sexe s'apparente à la porte d'Apsu, sur laquelle était construite Babylone et qui s'ouvrait sur le chaos d'avant la création. Ainsi, la petite Cadie, la fameuse sœur, s'est hissée dans l'arbre pour percer le mystère de la mort en assistant à la veillée funèbre de sa grand-mère. Cette petite Ève, à la culotte tachée de boue, splendide souillure aux yeux de ses frères fascinés. Oui, ce choc que j'avais ressenti en pleine poitrine, moi qui étais une jeune femme, au fond de culotte mouillée de boue, de cette boue originelle, dont l'homme est fait, moi qui étais une matrice tombe, source de toute ordure et de toute vie, une abjecte urne fendue, incapable de retenir sa matière, moi qui saignais, par ce lieu du corps masqué d'un blanc menaçant dans les pages du long monologue d'Adi, tandis que j'agonise, ce choc m'a furieusement donné envie d'écrire. Ce projectile n'était pas une balle de golf, mais la graine que j'attendais, bouche bée, lèvres écartées et mains ouvertes. Voilà, donc, je suis désolée, c'était juste par rapport à William Faulkner, mais ça se lit plus que ça se dit, ce genre de truc. Bon, voilà pour le premier. Bon, c'est le seul sur lequel j'ai fait un gros truc comme ça, vous inquiétez pas. Hein, alors après, Göran Tunstrom, voilà, l'oratorio de Noël. Alors, comme William Faulkner, il travaille toujours son petit timbre-poste de sol natal. Alors, je m'en souviens plus, j'arrive pas, c'est imprononçable. Yokna, Konopodapa, enfin bon, il y a tout un plan dans Absalom de son comté, sur lequel il travaille les mêmes personnages récurrents qu'on retrouve de livre en livre. Et bien, Göran Tunstrom, lui, il a fait la même chose en Suède. Il a fait la même chose autour de la ville de Sun. Et pas du tout le même univers. La Suède, le sud des États-Unis, donc un monde complètement différent. Il y a quelque chose du réalisme magique à la suédoise. Et c'est incroyable parce que bon, on n'imagine pas trop le réalisme magique là-bas, c'est plutôt Amérique latine et tout. Et là, il y a quelque chose à la suédoise, il y a quelque chose dans la neige. Il faut voir qu'il est fils de pasteur, Göran Tunstrom, il travaille beaucoup le sacré, mais toujours avec ce côté païen. Moi j'aime bien les mélanges, quand on mélange le religieux, le sacré, le truc, avec des petites choses de la vie quotidienne, avec les petites croyances, avec les petits folklores, et lui travaille ça. Alors dans l'oratorio de Noël, il travaille sur 3 générations. On commence par la mort de Solveig, qui est donc une femme qui est passionnée de chant, qui vit à Sun, et qui part pour chanter l'oratorio de Noël, et son fils pousse son vélo, et elle est écrasée par un troupeau de vaches. Bon, c'est con. Ça commence, donc elle ne va jamais pouvoir chanter cet oratorio. Et on retrouve le petit-fils de Solveig, des années plus tard, qui est devenu lui chef d'orchestre et qui va dans cette même ville pour présider, pour orchestrer, pour diriger l'oratorio de Noël. Et entre ces deux événements, la vie se déploie. Alors on a la romance se déroule. On voit le père qui s'appelle comment il s'appelle ? J'ai un trou. Aaron. Non. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas grave, oui, c'est ça, Aaron. Lui, le père, en fait, se remet jamais de la mort de sa femme, devient absolument dépressif, élève ses enfants comme il peut. Il finit par avoir une correspondance complètement folle avec parce qu'il est radio-amateur, il travaille dans un club de radio-amateur, et à un moment donné, une femme de Nouvelle-Zélande lui écrit en disant qu'elle a perçu les voix. Elle a perçu sa voix. Et donc, il commence à échanger entre la Nouvelle-Zélande et lui il est convaincu que
il échange pas avec une femme qui vit en Nouvelle-Zélande, pas du tout. Il échange avec sa femme qui vit dans les sphères célestes. Donc en fait, il va y avoir une correspondance absolument extraordinaire entre cette Nouvelle-Zélandaise qui vit dans une ferme complètement isolée et qui elle s'imagine la Suède à travers ce que lui dit cet homme comme un paysage, un ailleurs. Et qui découvre l'amour dans cette correspondance, et lui qui est convaincu que finalement cette femme c'est sa femme. Donc une sorte de donc il va finir par partir, le père, en Nouvelle-Zélande. Il va y avoir... Et puis il y a toute l'histoire de son fils qui essaye de se dépêtrer avec sa culpabilité, puisque c'est lui qui a poussé le vélo. Quand la mère est partie, a été écrasée par les vaches, c'est lui qui a poussé le vélo. Et vous allez avoir plein de choses comme ça qui vont se tisser merveilleusement, encore des voix multiples et variées, dans une poésie folle, Le livre est assez difficile. Hein. Les livres de... Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de Göran Tunstrom. Ils ne sont pas simples. Hein. C'est pas simple, mais c'est juste merveilleux de poésie et de sensibilité. Et donc, en fait, on entre complètement dans ces êtres. On comprend leur travers, leur folie, leur imaginaire fou. Et on se blottit là-dedans. Et voilà, donc ça fait partie de ces mondes merveilleux qui changent notre regard, à mon avis. Donc, je vous conseille Göran Tunstrom. Il s'amuse même, il va même jusqu'à faire parler Selma Lagerlöf dans son livre. Il se permet tout. Selma Lagerlöf, elle a été prix Nobel. Et c'est un très très grand auteur suédois. Je vous ai pas dit la moitié de ce que j'avais envie de vous dire, mais comme de toute façon, je me relis pas. C'est pas grave, hein, on va passer à autre chose. Après, je vais passer dans l'ordre, hein, au maréchal absolu. Alors lui, il fait peur. Il fait très très peur. Hein. Lui, c'est un livre de Pierre Jourde, donc Pierre Jourde n'est pas mort. Je crois qu'il n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Je crois qu'il vit pas très loin de votre librairie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré ou invité. Pas encore. Pierre Jourde n'est pas coutumier du fait. Hein, il n'est pas habitué à écrire des romans aussi épais. Il s'est un peu lâché là. Il ne pouvait pas imaginer ce travail sur le maréchal absolu plus petit. Donc Pierre Jourde est un grand styliste. Il a une langue magnifique. Et donc, je vais me permettre de vous lire des extraits de Pierre pour vous faire comprendre l'intérêt de ce roman monstre. C'est vraiment pour lui un roman somme, mais c'est un grand roman. Qui a beaucoup effrayé et donc qui n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir, à mon avis. C'est une tétralogie. Donc dans la première partie, c'est un monologue intérieur, en fait, c'est le monologue c'est le maréchal absolu qui parle, d'accord ? C'est le maréchal dictateur d'un pays imaginaire qui s'appelle l'Irkasie. Et le maréchal s'adresse à son coiffeur, confident, secrétaire, qui s'appelle Manfred Sélestat. Au moment où les rebelles assiègent sa capitale. Et il est au milieu de ses poupettes. Alors ces poupettes, c'est en fait ce fameux maréchal, c'est très drôle hein, quand même. Hein. Ce maréchal a empaillé tous ses ennemis. Et là, comme ça, cette petite salle des poupettes, ses ennemis étant ces petites poupettes. Et donc il est parmi ces poupettes. Et il se raconte en fait à son confident avant d'être pris et finalement pendu. Et donc il parle en particulier, il parle de beaucoup de choses, mais il parle aussi du pouvoir absolu. Alors je vais vous lire un passage sur ce pouvoir absolu. Je pourrais régner sur l'univers et que tout m'obéisse sans murmure et sans résistance. Rien de ce monde ne se donnerait à moi tout simplement comme je rêvais enfant qu'il ne tarderait pas à le faire. Oui, je le sentais, c'était imminent. L'orage qui éclatait au-dessus de la rivière me le disait. Les gouttes qui coulaient de mes cheveux et que je recueillais sur la langue me le disaient. Le goût de ce monde me serait donné, pleinement. Le pouvoir absolu, je l'ai désiré. Il n'était pas pour moi, pas pour ceux de mon espèce.
et de mon origine. Dès avant leur naissance vouée aux basses besognes, mais je l'ai eue. Et j'ai voulu conquérir le monde. J'ai voulu que, regardant la carte, j'y mesure les territoires immenses sur lesquels s'étendait ma domination et que j'y réalise que dans tous les lieux mentionnés pour chacun des habitants, j'étais le chef. Qu'il n'y ait aucune conscience que je ne hante par la haine, la crainte ou la dévotion, que j'alimente les cauchemars, que par la propagande mon image, ma parole, mon corps se diffuse dans le corps du territoire, que l'on vienne me toucher pour guérir et me supplier pour vivre, que la mort, le bonheur, le malheur de millions d'êtres dépendent de mon seul bon vouloir. Que je décide des lois qui les régissent, du tracé des routes qu'ils empruntent, de la forme des bâtiments où ils vivent et travaillent, du contenu des journaux qu'ils lisent, du prix de ce qu'ils mangent, que je devienne tout à la fois le père, l'invité permanent au repas de famille, le grand ancêtre, le portrait au-dessus de la table, le fiancé secret de toutes les jeunes filles, le rêve des enfants, le moi profond de n'importe qui. Qu'à force de s'étendre sur le pays, de le pénétrer, de se diffuser en lui, mon esprit se fasse chair. Mais cela ne sert à rien, Manfred. Au contraire, plus mon pouvoir s'est étendu, plus il est devenu abstrait. Je règne sur des paperasses, des fax, des téléphones, je règne sur des chiffres. Je continue à ignorer ce qu'est la chaleur du soleil sur la peau, le bruit de la rivière, le jeu des ombres entre les feuilles. Enfant, je ne savais pas pourquoi il me demeurait étranger, pourquoi ils ne se donnaient pas complètement à moi. À présent, ils se sont indéfiniment éloignés. Où sont-ils, Célestin? Même le vin que tu verses tous les soirs dans mon verre se méfie de moi. Je pourrais en boire jusqu'à tomber. Lui non plus ne voudrait pas de moi. À force de pouvoir, je ne suis plus qu'une ombre, mon vieux spectre familier, l'ombre d'un reflet qui lui-même n'est que l'ombre d'une autre ombre, laquelle est l'image d'on ne sait plus qui. Une légende, une histoire incertaine, un nom. Je ne crois pas à ma propre existence. Donc voilà le premier personnage qui s'exprime. Et puis finalement, dans une deuxième partie, il y a un autre personnage qui va s'exprimer. Et cet autre personnage est en fait le vrai dictateur. Parce que le premier qui a été pendu et tout, c'était un sosie. C'était un dictateur de paille, parce que l'autre sentait bien qu'il allait finir par être pendu, assiégé et tout machin. Donc il avait élevé quelqu'un pour prendre sa place, qui avait fini par prendre vraiment sa place, par y croire, jusqu'à dire des choses comme ça. Et donc maintenant, on a le monologue du vrai dictateur. Enfin, ça c'est être le vrai. Tout de même, on a beau être solide. La croyance alors c'est après sa mort, hein, c'est soi-disant. Donc lui, il est dans un abri et tout, et après sa mort, il parle. Tout de même, on a beau être solide. La croyance quasi universelle à votre mort a quelque chose de déstabilisant. En un sens, c'est tout de même mon corps qui s'est balancé au bout d'une corde. C'est mon esprit qui s'est éteint avec celui de ce pénible guignol que l'on a pris durant des lustres pour le maréchal, le seul, le vrai, à tel point qu'il m'est arrivé à moi aussi de me poser la question. Quant aux rares qui connaissaient la vérité, qu'ils ne viennent pas me dire qu'ils n'ont jamais éprouvé des vertiges, des moments de doute, du genre « et si le vrai faux maréchal, c'était l'autre ?» Ce cutéreux recelait un peu de finesse finalement, le faux. La formation des services avait réussi à en faire un maréchal de compétition, un maréchal à la perfection absolue, à ceci près qu'il était trop parfait. Et beaucoup d'éléments me laissent à penser qu'il a poussé la perfection jusqu'à se convaincre qu'il était le vrai, ce con. Ou en tout cas, plus vrai que le vrai, plus vrai que moi, qui, quoique vrai, n'était peut-être, selon lui, qu'un moins vraisemblable maréchal que lui qui était le faux. À force de se dissimuler derrière une superposition d'apparence, à force de se recroqueviller, de se défaire d'elle-même, mon âme s'est dissoute. Je suis l'ombre, je suis l'image dans la mémoire, je suis le souffle qu'on a cru entendre dans la pièce obscure, je suis ce qui a imprimé le pli dans la robe de la marionnette. À cela, je ne trouve pas seulement les avantages de la quasi-disparition. Cela, d'abord, a été une nécessité.
Ensuite, j'y ai pris du plaisir, ou du moins une espèce particulière de plaisir. J'aurais voulu parvenir à cette tension extrême, exercer le maximum de pouvoir avec le minimum d'existence. Disparaître dans l'absolu. Donc voilà. Donc là, vous avez... j'ai coupé ce que j'avais décidé de lire. Donc ça, c'est la deuxième partie. Puis troisième partie, c'est 50 ans après les événements et tout en Irkasie. Vous avez un journaliste qui a enregistré le témoignage d'une vieille sur tous ces événements qui sont passés en Irkasie, vrai, faux, et lui, il rêve de, je cite, produire une meilleure fiction que la fiction qui faisait autorité. Donc il rêve, en ajoutant des petits événements nouveaux, des éléments nouveaux grâce à cette femme qui finalement faisait partie des services spéciaux du maréchal, d'inventer une nouvelle fiction meilleure, plus intéressante. Et je vais vous lire un passage de cette voix-là. Vous allez vous dire, j'aime bien les voix différentes. Hein. Mais c'est vrai. J'aime bien. Je trouve ça intéressant quand on se permet des choses. Alors, elle est arrivée, donc elle parle de l'époque du maréchal, mais vue de l'extérieur quand même, puisque bon, c'est plus le pouvoir. Le pouvoir, elle le voit de l'extérieur. Donc, l'un des ingrédients qui entrait dans ce mélange idéologique était religieux. Le maréchal, durant les premières décennies de son règne, ne s'était pas montré d'une bigoterie excessive. Le vrai. Au contraire, il avait fait exécuter pour l'exemple une quantité notable de responsables religieux qui avaient eu le tort de parler un peu haut. Il n'entendait pas qu'on fît mine de lui contester l'autorité absolue, et puis il lui fallait ménager la susceptibilité de la moitié de ses compatriotes qui croyaient à d'autres dieux, uniques ou multiples. Sur ses vieux jours, toutefois, il était revenu à la religion. Il s'était mis à courir derrière le grand retour de la bondieuserie, et cherchait à passer pour un homme pieux. Sur les images officielles, on le voyait souvent un petit chapelet entre les doigts. Lui, dont les orgies étaient légendaires, affectait de ne plus admettre l'alcool à sa table. Le code civil et le code de la famille avaient commencé à s'inspirer des textes canoniques. On voyait de plus en plus dans les rues de la capitale de ces sinistres fantômes entièrement recouverts d'un drap noir, suivant à distance respectueuse un barbu très décontracté en jean et en débardeur, lequel babillait sur son téléphone portable, en apparence inconscient de la présence de cette âme en peine attachée à ses pas, censée être une femme, un être vivant, de chair et de sang, mais qui m'évoquait plutôt, disait la vieille, ces statues voilées qui pleurent éternellement au-dessus d'une tombe, dans les cimetières. Et je me demandais sur quelle honte, quel opprobre ou quel chagrin elles avaient à verser d'invisibles larmes, retranchées du monde des mortels, au fond de leur citerne de soupirs. Et disait-on, c'est ce qu'elle désirait. Je me souviens bien de cette époque, disait la vieille, parce que j'avais l'habitude d'aller à la plage, sur la corniche. Depuis que j'étais gamine, j'allais y admirer les élégantes de la ville déployant entre les rochers leur armement de faux ongles peints, de bikinis roses, de chignons, de lunettes de soleil, à monture pailletée, sans jamais risquer un orteil entre les vagues. Cet échouage de sirènes se tortillait là, lentement, et c'était comme si des créatures des temps archaïques, animales et divines à la fois venaient s'installer dans notre temps quotidien parmi nos jours ordinaires, presque au cœur de la ville, sur ce vieux sable alors transfiguré de la corniche, où l'on ne songeait à voir que lorsqu'elles y étaient étendues le même que celui des déserts et des îles fabuleuses. Progressivement, les sirènes ont disparu, avec leur modernité et leur archaïsme. Lorsque j'ai voulu faire comme elles, me tortiller, moi aussi, sur le sable tiède, déployer des phalanges prolongées d'ergots rouge sang pour voir si le soleil allait me révéler mon corps glorieux, celui qui se souvenait des îles fabuleuses, de petits loupards à qui la barbe commençait à peine à pousser sont venus me traiter de putain et de salope, me menaçant d'un viol collectif s'ils revoyaient mes ongles et mon bikini. J'ai cessé de hanter la plage. J'y retournais cependant par mélancolie, pour voir progressivement s'effacer les traces du petit intervalle de liberté qui avait duré à peine le temps d'une génération. On se baignait encore. Des familles. Le père et les frères en Bermuda se jetaient joyeusement à la mer, s'éclaboussaient. La mer les suivait, empaquetée dans ses voiles, et s'avançait précautionneusement, tout habillée jusqu'aux genoux, afin d'avoir elle aussi une part, si minime fût-elle à cette joie des corps,
en dépit du corps honteux de femme qu'elle paraissait cacher dans l'eau plus que baignée. Pendant ce temps, les orgies se poursuivaient dans les palais, et les bons croyants continuaient à ingurgiter des litres d'alcool, mais en cachette. Donc voilà la vision de cette femme. Et puis, dans une troisième partie, quatrième, on est 40 ans plus tard, 40 ans plus tard, après la chute du maréchal, dans l'esprit de Manfred Célestin. Donc, Manfred Célestin, le coiffeur, serviteur, tout, quoi. Homme à tout faire de ce bon maréchal absolu. Vous ne comprenez pas ces choses, mais qui les a comprises? Lorsqu'elles se sont déroulées, et qui les comprendrait encore? Le maréchal, le vrai, si tant est qu'il n'y en ait jamais eu un vrai, si tant est que le maréchal ne soit pas le nom que l'on a donné à l'imbrication infinie des figures du pouvoir absolu, était pour ces raisons, peut-être, l'être le plus impénétrable et le plus changeant qui fût. À son mémorialiste et conseiller, oui, à celui même qui cette nuit réveille les échos glacés du temple du fémur cassé, de la cathédrale du Parkinson, au fond de laquelle il repose, il disait parfois de sa voix profonde, Manfred Célestin, je suis tous les hommes. Tout ce que je n'ai pas été, je sais que j'aurais pu l'être. Tous les vices, toutes les perversions, toutes les qualités, je les ai sentis poindre en moi, je les ai compris, ils sont devenus moi. Il m'a suffi de très peu, une pensée, le fil déroulé d'une rêverie pour devenir un voleur, un paysan misérable, une fille que l'on viole, le général qui s'apprête à trahir. Parfois, je sens en moi s'agiter cette multitude, cette foule qui grouille. Tous ces visages hantent mes nuits, toutes ces bouches montrent leurs dents. Voilà pourquoi je suis le maître, celui qui sonde les reins et les cœurs, et que rien ne peut surprendre. Je suis aussi le rebelle qui me hait, l'assassin qui tente de m'approcher pour m'abattre. Je sais ce qui l'anime, je suis les voies qu'il empruntera pour parvenir jusqu'à moi. Je pourrais presque tenir moi-même le couteau qui m'entrera dans le cœur. C'est avec moi-même que je lutte lorsqu'on les pourchasse. C'est moi qui crie quand on les torture. Et le maréchal absolu, c'est qui? C'est l'auteur, bien évidemment. Et donc il y a tout ce travail de la fiction qui est absolument incroyable dans cet énorme pavé qui, je pense, moi je crois que c'est vraiment un grand livre. Mais bon, est-ce que ça va devenir un livre culte? J'en sais rien. Mais c'est vraiment un grand livre sur le travail de l'auteur. Mais vraiment. Et sur cette folie de fiction qui entre les unes dans les autres, on ne sait plus. Et finalement, le pouvoir, c'est ça aussi. Enfin, on sent, c'est cette construction de diverses fictions. Pouvoir politique, pouvoir, tous les pouvoirs. Pouvoir économique, pouvoir religieux. Voilà. Donc, et c'est vraiment un travail et sur la fiction et sur le pouvoir. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Bénédicte a écrit 2 romans. Moi, j'ai commencé par La vie tranchée, que j'ai adoré. Et j'ai lu ensuite donc le dernier qui est L'ombre d'un homme, que j'ai adoré aussi. Alors, je me suis permise de la faire venir aussi. En plus, elle est, comme j'ai dit, elle est voisine, donc c'était pas trop loin pour elle, mais elle est venue, ça me fait plaisir. Merci Bénédicte. Et donc, Bénédicte, on parlera peut-être de sa façon de travailler plus tard, mais c'est plus petit. C'est l'ombre d'un homme au lieu d'être le maréchal absolu. Donc vous voyez, c'est complètement une autre dimension. Et là, on est auprès d'Alfred Vigneux, qui est un petit vieillard, seul dans la vie. Et sa vie est vraiment un désert. On peut dire ça comme ça. Et puis, il propose, sans qu'on comprenne bien pourquoi au début, à part cette désert, cette solitude, il propose à une jeune femme qui s'appelle Adèle, qui a un mari et un fils, et puis une femme qui a beaucoup de mal à joindre les deux bouts, qui a vraiment beaucoup de difficultés. Il lui propose de vivre dans l'appartement qu'il possède. En fait, il a un appartement à lui, et juste en dessous de cet appartement dans lequel il vit, beaucoup trop grand pour lui, où il est seul, il a un autre appartement. Et en fait, il propose à cette femme de venir s'installer là, sans avoir à payer de loyer. Il propose à Adèle de venir
à son mari, à son fils. Et il demande juste en échange de pouvoir venir tous les soirs dîner avec eux en famille. Adèle, pour elle, quelle aubaine extraordinaire, elle accepte. Elle accepte. Ben, le marché est merveilleux. Et en fait, il y a Cléo, le petit garçon, qui est très content. Il est très content, c'est un grand appartement. Il n'a jamais eu un grand appartement comme ça. Mais c'est un rêve, quoi. C'est bizarre. Pourquoi nous? Et puis alors, la première fois qu'Alfred Vigneux descend, on l'attend tous pour dîner. Oh, quel silence, quelle solitude, quelle tristesse. Personne n'ose parler à table. C'est terrible, c'est affreux. Et ces repas comme ça, tous les soirs, ça devient insupportable. C'est juste comme si... il entraînait toute la joie de cette maison avec lui. Tellement il est triste, cet homme-là. Et très vite, ce petit garçon-là, Léo, il comprend qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ce silence, parce que derrière tout ça, il y a un secret. Il y a un secret. Et Alfred fait ça comme s'il cherchait une rédemption. En fait, il connaît très bien la famille d'Adèle, Alfred. Mais bon, il la connaît très bien, il connaît même la mère d'Adèle depuis très longtemps, cette femme qui est cachée dans un coin de l'appartement et qu'il n'est pas censé savoir. En fait, elle est là, mais personne ne doit savoir qu'elle est là. Mais en fait, cette femme, qui était une très jolie femme, qui s'appelait Charlotte, qui aujourd'hui est complètement folle, que sa fille cache dans le fond, il la connaît. Cette femme qui est folle de toutes les douleurs qu'elle a eu à subir pendant l'occupation. Il la connaît. Il ne sait pas qu'elle est là. Cette femme qui a des plaies dont elle ne se remettra jamais. Voilà, c'est un très très beau roman qui dessine des personnages merveilleux, tout en clair-obscur. Je sais que Bénédicte n'aime pas quand il y a du tout mauvais ou du tout bon. Et que voilà, elle travaille sur des nuances. Et ce livre va nous entraîner en 1943 à Drancy, et puis dans le magasin du Léviathan au cœur de Paris, où les Allemands ont tassé les meubles des Juifs déportés, et où des hommes et des femmes ont travaillé comme des esclaves. Mais je ne peux pas vous en dire davantage. Déjà, j'en ai dit peut-être un peu beaucoup. Non, mais il y a encore... Voilà. Donc, non, mais c'est très beau. C'est vraiment un très beau travail sur le secret, sur la rédemption, sur la lâcheté, sur l'enfance, voilà. C'est des enfances même, je trouve, qui se parlent. Oui, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire que, Alfred, c'est avant tout un enfant. Ce très vieux monsieur. C'est avant tout cet enfant